Quand on regarde ceci à moins de 40 ans, ça rêvait des miracles. Comment vous vivez ça vous-même à titre personnel? Ben, il faut dire c'est plus des responsabilités. C'est à la fois mélangé de craintes. Des craintes? Ouais. Craintes de quoi? Vous savez, une pareille élévation fulgurante à cet âge nous oblige une discipline de fer pour éviter de décevoir ces milliers de Congolaises et Congolais qui croient dans l'idéal que nous portons. Du coup, vous ne faites pas ce que tout le monde devrait faire. Du coup, vous ne dites pas ce que tout le monde devrait dire. Du coup, vous ne laissez pas transparaître vos émotions en public comme en privé. Et je veux dire, ça vous prend une étape de votre vie. Et c'est la chose la plus difficile, je veux dire, depuis mon élévation à ces hautes fonctions d'État, je suis moins à l'aise qu'avant. Est-ce que dans votre entourage, dans votre famille, chez vos amis, ils vous perçoivent comment? Je veux dire, il y a quand même eu un grand écart que je ne saurais justifier. Il faut dire, j'ai étudié avec des amis qui étaient très brillants, parfois que moi. Mais malheureusement, l'université du destin ne les a pas placés sur la même cible que moi. Et je ne le mérite pas, comme je l'ai dit, je l'ai subi. Mais qu'est-ce qui fait courir Constant Mutamba? On a l'impression que de Kisangani à Kinshasa, vous êtes un homme pressé. Tellement pressé que il faut finir les études vite. Quand on fait les études, il faut être président des étudiants. Quand on termine et on veut faire la politique, eh bien, il faut compter parmi ceux qui décident. Et lorsque on est approché, il faut être là où effectivement tout le monde regarde. Bureau politique de la majorité FCC, du pro et du pro pas, militant mais devant. Ensuite, il est signalé par Félix Tshisekedi, ministre d'État. Et maintenant au gouvernement, vous voulez encore vous faire remarquer. C'est ça un homme pressé. Vous le faites intentionnellement ou au Simbi, voilà. Au Simbi Biloko. Vous savez, Jean-Marie, je dois avouer que je crois beaucoup à la métaphysique. Métaphysique. Ouais. Je crois Comme beaucoup, disait François Mitterrand, les forces de l'esprit. Je crois beaucoup à l'inexistant. Je veux dire pas l'inexistant, mais à l'invisible. Voilà, c'est les termes. Je suis convaincu que nous ne sommes en réalité que ce que Dieu a décidé que nous soyons. Il est difficile d'expliquer cela. Je ne peux pas moi-même expliquer comment aujourd'hui j'en suis arrivé là. C'est pas un hasard. Je ne crois pas au hasard. Les hasards n'existent pas pour moi. Et donc, nous sommes l'aboutissement de la volonté d'un être suprême. Vous voyez, je considère toujours comme cette fourmi que je perçois en train de s'amuser et que je peux écraser. Et donc, je suis la fourmi et Dieu, c'est moi. Dieu me perçoit comme cette fourmi. Alors, et du coup, monsieur Jean-Marie, je crois beaucoup au principe de la nature. Je ne fais pas du mal aux gens. Je ne fais jamais de guerre aux gens. Non, pas du tout. Même ministre de la Justice? Pas du tout. J'ai horreur de la malice, de la malignité. Je suis vrai. Je préfère gagner petit, mais dignement. Je préfère dire la vérité que de mentir. Et du coup, j'ai peur de faire du mal à autrui. Alors, la justice dont on parle... Parce que je n'en sais pas les conséquences. Oui. La justice dont on parle, le président, le premier a dit qu'elle était malade.
vous avez voulu apporter des réformes, notamment à ces états généraux. Voici ce que nous avons constaté. Et nous allons revenir parce que les journalistes vont commencer maintenant à vous poser des questions. Moi, j'en ai reçu une centaine ici. On est en direct, hein, pour ceux qui nous suivent à travers le monde. Vous pouvez toujours continuer à envoyer ces questions au niveau de la région. On va les réceptionner. Voici l'état des généraux, des Constant Moutamba, mais surtout l'état des lieux de la justice congolaise. Jeudi 13 juin 2024, Constant Moutamba Tungunga prend officiellement le règne du ministère de la Justice et garde de Sceaux et lance la guerre à la prédation de criminels économiques et financiers ainsi qu'aux bandits urbains, trivialement appelés Kuluna. Impunité zéro. Avec son chien, Constant Moutamba traduit l'idée de sa lutte acharnée pour le redressement de l'appareil judiciaire congolais. Dès les premiers mois de sa prise des fonctions, Constant Moutamba a doté des engins roulants aux agents et cadres de la justice et aux inspecteurs et agents de la police judiciaire des parquets afin de fluidifier leurs mouvements et l'exécution de leurs tâches. Il y a des scientifiques qui disent toujours que chaque après 50 ans, il y a un monstre qui sort pour pouvoir donner une nouvelle lueur. 50 ans après Kengo, à la tête de ce ministère, nous avions Moutamba Constant. Venir réveiller la police judiciaire des parquets. Nous sommes dans la gloire infinie. Aujourd'hui, c'est le réveil de la police judiciaire des parquets. Ayant dans ses attributions la gestion du secteur pénitentiaire, le ministre Moutamba a apporté des réformes significatives, d'abord dans le programme des désengorgements de prisons sur toute l'étendue du territoire national, mais aussi avec la dotation des matelas en vue d'améliorer les conditions carcérales, notamment à la prison centrale de Makala, celle de Kabinda, de Goma et bien d'autres. Touchée par la grandeur de ces actes, la population n'est pas restée aphone. Ministre ministre Moutamba na sepeli makasi yaya obimiselinga mwana na kombo mukawa bova Félix Antoine Tshisekedi, merci vraiment na makamo ministre Moutamba sali to sepeli na oazo sala be ponja sombeli bana bazolala na se asali makamba minene ya aumela tamba matela ye kende La justice congolaise était vraiment malade, plongée dans la misère la plus noire et la plus sombre de la planète pendant plus de 4 décennies. Mais au jour d'aujourd'hui, avec Constant Moutamba, c'est la justice congolaise dans l'innovation au temps présent. Avec Constant Moutamba, que dirais-je, c'est une thérapie endogène de proximité. Avec Constant Moutamba, je dirais carrément que c'est un signal fort pour une justice forte de demain. Constant Moutamba, à l'heure que nous sommes, n'est pas à l'impunité ni aux intouchables. Constant Moutamba veut ressortir une justice propre à la 4e République qui n'est pas la copie conforme de tous les régimes passés. Avec Constant Moutamba, je dirais carrément que c'est la grande bataille jamais livrée entre les valeurs et les antivaleurs. Pourquoi la justice congolaise est-elle malade? Quelle thérapie pour la guérir? C'est sous ce thème que la justice congolaise a été hospitalisée durant 10 jours dans les états généraux des justices. Ces assises historiques ont abouti à plusieurs recommandations dans la substitution du Conseil supérieur de la magistrature au Conseil supérieur de la justice. La justice, ce n'est pas la magistrature. L'État a organisé les états généraux de la justice et non pas les états généraux de la magistrature. Les états généraux de la justice doivent donc donner naissance au Conseil supérieur de la justice qui sera associé à la bonne administration de la justice dans notre pays. Le Conseil supérieur de la justice va reprendre et élargir les compétences actuelles du Conseil supérieur de la magistrature. L'une des réformes majeures apportées par Constant Moutamba est la bancarisation de tous les frais des justices, avec comme conséquence l'explosion de recettes du ministère de la Justice dans le trésor public. En sa qualité de garde de Sceaux, Constant Moutamba
a mis en place le sceau officiel de l'État, lequel il a remis à plusieurs institutions afin de sécuriser les documents officiels de l'État et de contrecarrer les contréfacteurs. Grâce à l'opération Ndobo, plusieurs procès ont été ouverts contre les auteurs du banditisme urbain qui ont été condamnés par la justice avec comme effet immédiat la sensible baisse de ce phénomène dans tout le coin et recoin de la République démocratique du Congo. À travers la République, le numéro 1 de la justice congolaise a sillonné pour recueillir les dénonciations de la population au sujet des dérives judiciaires. Cette action est identifiée comme consultation populaire et grâce à ça, plusieurs ménages déguerpis illégalement ont recouvert leur droit le plus légitime. N'appréciez ministre à celle pour le peuple, pour le petit peuple. C'est la première fois. Les chefs de l'État avaient dit notre justice est malade. Si quoi Moutamba n'a pas excellence, il y a un grand médecin qui a redressé la justice. Dans l'actif du ministre d'État figure aussi la délivrance des permis de culte pour endiguer la recrudescence des lieux de culte, la réhabilitation du palais de la justice, la mise en place d'un service call center. La liste n'est pas exhaustive. À peine 9 mois, les traces de Constant Moutamba au ministère de la Justice sont indélébiles et serviront de baromètre pour ses successeurs un jour. En 9 mois, Élisée Odio, grande journaliste, et je vous offre Constant Moutamba. Le monde vous suit. À vous. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. La justice, au niveau de la justice, l'actualité c'est tout le jour, c'est chaque jour. Aujourd'hui, Kinshasa et une partie du Congo central se sont réveillés les pieds dans l'eau. On parle des morts, une vingtaine de morts, bilan provisoire. 30. Voilà, une trentaine déjà, ça ne fait que s'alourdir. Quelle est la part de la responsabilité de la justice dans cette catastrophe? Est-ce que la justice a une part? Vous savez, merci beaucoup Élisée pour cette pertinente question. D'abord, je présente toutes mes condoléances chaleureuses, sincères à toutes les familles déplorées par ces drames, cette catastrophe naturelle. Vous savez, c'est à cause, entre autres, du non-respect des lois de la République, notamment sur l'urbanisme, sur le foncier que nous en arrivons là. Je vous donne les cas du débordement des eaux de la rivière Ndjili. C'est parce que l'on a construit sur le lit de la rivière. Et lorsque l'État veut intervenir, on crie au scandale. Parce que cet État est faible et fort avec les faibles. Absolument pas. Et faible avec les forts. Vous parlez de Ndjili, il y a la baie de Ngaliema aussi. Ce n'est que ça. Il y a la baie de Ngaliema aussi. Ça n'est qu'un exemple pour dire que... Pourquoi on ne parle pas de la baie de Ngaliema? Baie de Ngaliema et la rivière de la Gombe, ce n'est pas au ministre de la Justice de démolir. Je suis en train de vous expliquer la procédure. Que c'est le fait du non-respect des lois de la République que nous avons effectivement tous ces débordements des eaux. Nous venons de nous entretenir avec les collègues, membres du gouvernement, Mineta Affaires Foncières, Acacia, ministre de l'Urbanisme et Habitat. Après cette émission, nous nous retrouvons sur les sites où il y a eu tous ces drames et nous prendrons des mesures urgentes, drastiques, pour pouvoir parer à toute éventualité des résurgences de ce type de calamité. Pourquoi ça n'a pas été pris avant? Monsieur le ministre, il y a mort d'hommes. Pourquoi chez nous, il n'y a que lorsqu'il y a des morts, vous mettez des commissions en place? Mais les gens qui ont construit la rivière Gombe, par exemple, ça bouge de partout. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, les nababs du système, les hommes riches, les étrangers intouchables qui sont protégés par les colonels, les généraux. Pourquoi vous ne pouvez pas prendre des mesures, on va dire, souveraines, de faire respecter l'État? Vous savez, la compétence est d'attribution en droit public.
Moi, ministre de la Justice, je ne peux pas me substituer en gouverneur de la ville de Kinshasa. Moi, ministre de la Justice, je ne suis pas juge au nom de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Tout ce que je sais faire, c'est donner injonction au procureur, aux magistrats du parquet, conformément à l'article 70 de la loi du 11 avril 2013, qui m'en donne ce pouvoir. Vous l'avez fait? Et que donc j'ai fait plus d'une fois des injonctions. On respecte pas? Non, il revient à chaque responsable de faire son travail. L'injonction que j'ai à donner n'oblige pas non plus un magistrat du parquet. C'est pas formalité. Parce que je ne peux pas interférer dans l'instruction. C'est juste une formalité. Au moment c'est ce que vous êtes en train de nous dire là maintenant. Non, je ne suis pas légalement, c'est aussi ça l'état de droit. Je ne suis pas habilité en tant que ministre de m'ingérer dans une instruction. Mais je peux vous rassurer que j'ai pris à mon niveau des mesures nécessaires. J'ai donné des injonctions nécessaires pour que, effectivement, ces genres d'état de choses ne se reproduisent pas. Mais il revient également à la population de comprendre que lorsque l'on va commencer à casser, que l'on ne crie pas au non-droit. Parce que c'est aussi ça le problème. Lorsque l'on va commencer, par exemple, à casser l'église Shekinah, parce que c'est cette église qui a construit sur, effectivement, la rivière Angéli. Oui, vous et ça bouchait, maintenant l'eau ne respire plus, ne coule pas. Vous serez le premier à crier, à sortir dans la rue pour vilipender le chef de l'État, vilipender les autorités. Parce que dans l'autre côté, je reviens sur la question. Il revient. Vous allez laisser ceux qui ont construit la baie de Ngaliema, il faut faire les deux à la fois. Il ne faut pas faire de la fixation. Ce n'est pas une question de baie de Ngaliema ou de la rivière Gombe, c'est une question c'est là où les forts ont construit aussi. Non, c'est une question holistique. Je vous parle de Shekinah, qui a plus de 100 000 fidèles. Ce n'est pas un moindre. Donc il ne faudrait pas ici faire de la stigmatisation. Ok? Donc allons sur des questions structurelles qui nous permettent de répondre aux problèmes structurels. Donc ici, le problème est réel, c'est que la population doit comprendre l'impératif de sauvegarder la tranquillité publique, l'ordre public, en laissant le travail, les gouvernants faire correctement leur travail. Sans interférence, sans pression quelconque. Et que les gouvernants doivent également agir en toute responsabilité, en mettant de côté des considérations liées effectivement aux immunités, aux privilèges de certaines fonctions. On reste sur les questions d'ordre foncier. Avant votre avènement à la tête de ce ministère, on nous donnait des statistiques comme quoi 60%, parlant des affaires au niveau de la justice, étaient essentiellement fonciers. Est-ce que ça a changé? Vous savez, vous ne pouvez pas changer du jour au lendemain la source des conflits qui semblent être sociologiques aujourd'hui. Les problèmes fonciers sont aujourd'hui causés aussi bien par les chefs coutumiers, d'une part, par les conservateurs des titres immobiliers, par certains magistrats, certains juges, certains avocats, certains greffiers s'en mêlent. Et ce que nous faisons à notre niveau, c'est d'éviter évidemment débordement, qui est débordement des dédoublement des titres de propriété. En tout cas, depuis que nous sommes ministres de la Justice, vous n'avez plus entendu parler des spoliations, des dédoublements des titres. Vous pouvez vous renseigner. Les litiges qu'il y a actuellement et les quelques, ce sont ceux que nous avons trouvés, en tout cas au niveau de la justice, et nous sommes en train de les liquider. Nous avons réussi, en 9 mois de gestion du ministère de la Justice, de retourner plus de 5485 familles. Ouais. 5000 ouais. Dans leurs droits. 5000 Congolais. Plus de 5485. Les statistiques sont vérifiables. Chaque semaine, je m'organise pour retourner au moins un Congolais dans ses droits. Jusqu'hier, pas plus tard qu'hier, nous avons été à la cité de la vallée de la Funa pour retourner toutes les mamans maraîchères dans leur site.
Nous l'avons fait en Djili, nous l'avons fait à Antsele, au quartier Canada, et nous continuons à le faire ici à Lingwala. Nous l'avons également fait. Nous continuons, bref, à retourner à Lubumbashi, à Kisangani et partout ailleurs, à Matadi, à Boma, à Mbujima et à Kolwezi, partout où nous avons été, nous sommes évertués. Vous touchez quelque chose au passage? Absolument pas. Et c'est toute la différence. Un ministre est un serviteur. Un ministre ne devrait pas se livrer aux compromissions quelconques. Donc on peut dire qu'aujourd'hui sur le plan foncier, il y a une nette amélioration et de moins en moins de litiges fonciers au niveau de... En effet. En tout cas qui naissent pendant que nous sommes là. Il y a de moins en moins de litiges parce que nous avons réussi à démanteler les réseaux mafieux. En fait, tout ceci est créé par des réseaux mafieux qui s'organisent pour effectivement alimenter ces conflits immobiliers, mais aussi et surtout ravir des parcelles et des propriétés foncières à leurs Monsieur le ministre, avant que Élysée continue, parlons-en un tout petit peu de ces réseaux mafieux. Mais on dit qu'il y a le triangle. Ouais. Magistrats, avocats, et des commissionnaires ou des familles parfois véreuses qui proposent aux avocats des commissions, aux magistrats qui vont rendre la justice des commissions, et naturellement, il y a des Indiens, des Libanais qui sont dans cette boucle. Qu'est-ce que l'État congolais fait? Parce qu'il semble que même le patrimoine de l'État est spolié aujourd'hui avec la complicité des magistrats. En effet. En effet. Quel fait Constant Moutamba dans tout ça? Je veux vous rassurer que nous avons réussi, Jean-Marie, à démanteler plusieurs réseaux mafieux ici à Kinshasa et à l'intérieur. Et c'est ici les lieux de remercier les services d'intelligence, ça veut dire l'ANER, qui nous a beaucoup aussi accompagnés dans cet exercice. C'était des réseaux qui existaient, mais je peux vous rassurer, ça fait 9 mois. Depuis que nous sommes là, vous n'allez vraiment plus voir ces réseaux opérer comme ce fut le cas avant. Ils le savent qu'une fois informés, ils sont tout de suite arrêtés et déférés devant les instances judiciaires. Nous avons fait condamner en procédure de flagrance même des chefs coutumiers. Ils sont là en prison. Chefs coutumiers? En effet. Ils sont là en prison. Vous allez en Dolo, vous allez à Makala, vous allez trouver des avocats qui ont été arrêtés pour ça. Vous avez des greffiers qui ont été arrêtés pour ça. Et c'est ici les lieux de rappeler qu'il y a même des magistrats qui sont arrêtés lorsqu'il s'avère qu'ils sont impliqués dans l'escroquerie de parcelles ou du bien foncier d'un particulier. Alors on revient sur quelques questions d'actualité au niveau de l'appareil judiciaire, quelques décisions prises par la justice. 3 Américains condamnés pour tentative de coup d'État le 19 mai 2024 ont été graciés par le président Komeé. On se pose la question, pourquoi seulement ces 3 Américains sur le 39 qui étaient condamnés? Il n'y a pas que les 3 Américains, il y avait aussi le Belge. Ah oui, le Belge aussi. Voilà, il n'y a pas que les 3. C'était 39 condamnés. Oui, mais il n'y a pas que les 3. Donc il y a le 4, les 35 vous en faites vous quoi? ajoutez aussi le Belge alors. Voilà, je dis c'est le 4. Ils étaient 39 condamnés. Ah, très bien. Alors, donc ils sont 4, il reste 35. Ah, très bien. Vous savez, la procédure de l'exécution de la peine de mort oblige le ministère public à solliciter ce qu'on appelle la grâce présidentielle, qui relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Et il revient au chef de l'État d'apprécier selon le cas à qui accorder la grâce et à qui n'est pas accordé la grâce. Parce que cela dépend aussi des circonstances dans lesquelles l'infraction ou le crime a été commis. C'est le cas. Je n'ai pas interrogé au chef de l'État pourquoi est-ce que vous avez accordé une mesure de grâce, notamment sur la mutation des peines à tel ou tel condamné à mort. Donc on réserve cette question pour le chef de l'État. C'est un pouvoir discrétionnaire. On l'aura. C'est un pouvoir discrétionnaire. On l'aura à lui poser cette question. La Constitution et la Pour nous éclairer sur ces genres de choses. La Constitution ne dicte pas des conditions
pour le chef de l'État d'accorder la grâce. C'est son pouvoir discrétion. Il peut se réveiller un bon matin aujourd'hui et dire « je gracie tel prisonnier politique ». C'est aussi ça la Constitution. Il n'y a pas de critères. Il n'y a pas de critères. Bon, c'est lui-même qui est dit non, il n'y a pas de critères. La Constitution... Non, j'aimerais que l'on soit clair. L'État de droit postule que les gouvernés et les gouvernants soient tous soumis à l'autorité de la loi. Il nous doit des explications. C'est cela. Non, s'il vous plaît. Nous parlons droit. Non, nous parlons... que ça, le président de la République nous doit des explications par rapport à cette grâce présidentielle. Nous parlons droit. La question de la grâce est une question éminemment juridique. Et laissez que je puisse expliquer en tant que... La justice est rendue au nom de... Vous pouvez me laisser finir? La justice est rendue au nom du peuple. Mais exécutée au nom du chef de l'État. Oui, mais ce peuple-là a besoin d'une explication aussi sur certaines décisions prises. Est-ce que vous pouvez me laisser éclairer l'opinion? Allez-y, Excellence. Et donc, il est important de savoir que la grâce présidentielle, telle qu'est dictée par la Constitution de la République, est différente de la libération conditionnelle qui est un pouvoir reconnu au ministre de la Justice en ce qui concerne les libérations des condamnés. Pour ce qui concerne la grâce présidentielle, cela relève du pouvoir discrétionnaire. Il n'y a pas de conditions, encore moins des critères. C'est le président lui-même qui dicte dans son ordonnance les critères. C'est lui-même qui apprécie. C'est cela toute la différence. Alors que, pour ce qui concerne la libération conditionnelle reconnue au ministre de la Justice, il y a toute une panoplie de conditions qui sont édictées par la loi du 15 juin 2023 sur les régimes pénitentiaires. Et donc il est important de savoir que la grâce qui est accordée par le président, en réalité, relève de son pouvoir discrétionnaire. Discrétionnaire, c'est qui n'exclut en rien le fait que nous, en tant que journalistes, nous devrons peut-être poser la question au chef de l'État. On revient sur une autre décision prise par vous, que certains ont considéré comme si vous mettiez une cible dans le dos de certains journalistes, Pero Luara, Irène Baïngede. C'était ça la stratégie pour vous, de mettre une cible derrière ces deux personnes-là? Ah, les 4 millions. Ah, d'abord, je suis surpris d'apprendre que Pero Luara est toujours journaliste. Je pensais qu'il avait été exclu de la profession de journaliste ici. Que ce soit UNPC, je pense, qui a été et qui est toujours géré de main de maître par le DG Jean-Marie Kassamba ici à Kinshasa, et puis par mon papa Kamanda Mouzebe. Il est toujours journaliste. Bon, les questions, c'est moi qui les pose. Ah, mais je suis surpris que vous puissiez les qualifier. Vous, une grande journaliste. On commence par dire Pero Luara, vous êtes une grande journaliste. Vous êtes une grande journaliste d'investigation. Vous mettez une cible, que ce soit un journaliste ou pas. Non, je dis vous êtes une grande journaliste. Vous êtes donné comme mission. Vous êtes donné comme mission de mettre une cible dans le dos d'un journaliste ou pas, mais d'une personne lambda. De qui? La question, c'est moi qui le pose. Je dis, quel est son statut? Vous avez ces prérogatives-là de mettre des cibles. Quel est le statut? Il est toujours journaliste. Peu importe. Ah, okay. C'est une personne avant d'être journaliste. Ah, ok, très bien. Là, je comprends. Alors, si vous dites qu'il n'est plus journaliste au regard de nos lois, là, je suis d'accord. Un ministre de la Justice, c'est le gardien des lois de la République. Et donc, j'aimerais que nous ayons la même appréhension des concepts, des mots et des termes, suivant notre législation. Je sais que Pero avait été radié de la profession de journaliste. On n'attaque pas la personne de Pero. La justice s'attaque aux terroristes de l'AFC M23 qui en fait sont des supplétifs de l'armée rwandaise qui sèment mort et désolation dans la partie du pays. Je vous informe qu'à Goma, dans la prison de Munzenze, le groupe des Pero Luara il n'est pas sur le terrain, a calciné plus de 1500 prisonniers. Que je sache, il n'y a pas eu un procès contre Luara. Des femmes ont été... Est-ce qu'il y a eu un procès contre Luara? Vous m'avez posé la question. D'accord. Poursuivez. Vous parlez de... Je vous en prie. Merci. Il y a plus de 1500 prisonniers qui ont été calcinés. Il y a un grand artiste local
qui a été abattu froidement par les complices de M. Perrault-Louara. Je vous informe que M. Perrault a tenté de recruter plus d'une fois des vrais journalistes maintenant. Je vous cite le cas de M. John Lungila, qui est un témoin. Je vous informe qu'en droit, la preuve testimoniale vaut, surtout qu'en droit pénal, il n'y a pas hiérarchie des preuves. Le témoin est là et il a témoigné. Il y a un procès contre Louara ici, dans ce pays? Je vous informe qu'il ne faut pas distinguer procès et instruction préjuridictionnelle, madame. Donc il y a une instruction préjuridictionnelle. Il y a une instruction dans ce sens. La justice peut ouvrir. Il y a une instruction. Il y a une instruction, c'est ça. Aujourd'hui, l'information qu'on peut retenir, c'est que par rapport à Perrault-Louara, il y a une instruction préjuridictionnelle. En cours, madame, je vous informe. Et c'est cette instruction préjuridictionnelle... Donc il est présumé innocent aussi. C'est cette instruction préjuridictionnelle qui nous a permis, évidemment, de détecter tous les mouvements du fond qui s'opèrent entre le mouvement terroriste, lui Perrault, et des achats qu'il opère ici à Kinshasa. Sachez que notre justice n'est plus celle d'avant. La justice du président Tshisekedi, surtout sous Constant Moutamba, n'est pas celle que vous avez connue par le passé. Nous prenons le temps de travailler. Lorsque vous nous voyez agir, ça veut dire que nous avons eu suffisamment d'éléments. Parce que je vous informe que le ministre de la Justice a ce qu'on appelle le pouvoir d'injonction positive sur le magistrat du parquet. Et donc ce n'est pas de l'acharnement, mais c'est plutôt de la traque contre tous ces criminels qui ont accepté de faire allégeance à l'ennemi pour partitionner notre République. C'est quoi alors le rôle de Perrault? Je pense qu'il n'a pas tenté de te recruter, toi, également. Ah, pas qu'il recrute des gens? Je dis j'ai des preuves. Vous répondez aux questions. Donc, vous êtes dans des supputations, vous êtes dans des imputations dommageables, vous risquez de tomber dans tout ce que vous décriez. Hein? Madame, vous parlez au ministre de la Justice. Ah oui, aussi, c'est ça. Il est présumé innocent. Et nous parlons d'une émission sérieuse. Voilà la raison pourquoi je ne suis pas venu pour m'amuser. Perrault est présumé innocent, parce que quand vous faites ces allusions-là, je ne sais pas où est-ce que vous voulez en venir. Madame, d'abord c'est gênant pour vous, une patriote, de parler de quelqu'un dont les faits sont clairement établis qu'il coopère avec les Rwandais. Il n'a pas été condamné. Jamais un journaliste rwandais il n'a pas été condamné, il n'a pas été jugé. Je suis en droit de me poser cette question, de vous poser ces questions-là. Vous parlez au ministre de la Justice, qui a suffisamment d'éléments. Clôturer la question. Ça va? Les 4 millions... Qui donne même indication de nom. John Lungila est votre confrère. J'en viens à le citer. Et je le dis. Je ne voudrais pas que vous également, vous soyez soupçonnés d'être de connivence avec arrêtez de m'impressionner. Arrêtez de m'intimider, ça ne marche pas avec moi, monsieur le ministre. Parce que nous les intimidations, ça ne marche pas avec moi, monsieur le ministre. Les 4 millions, la tête des Perrault m'y a pris pour 4 millions. Merveille Bengel, et pour 4 millions, c'était une décision prise par le Conseil de ministres ou prise par Moutamba lui-même. Madame, le Conseil de ministres ne remplace pas un ministre qui fonctionne dans ses attributions conformément à l'ordonnance portant attribution des ministères. Le Conseil de ministres ne signe pas des arrêtés, des ordonnances et des décrets. C'est cela l'état de droit. Le Conseil de ministres n'a pas la vocation de donner injonction. On a compris. Merci. Et on doit enchaîner avec Yon Chitende, mais question beaucoup plus... Non, mais je voudrais quand même préciser... Oui. Parce qu'il n'y a pas que son ami Perrault-Louara. Bon, il n'a pas dit que c'était son ami. Hein. Ce n'est pas son ami, c'est pas son ami. Donc, et n'a posé la question comme journaliste. Mais pourquoi n'a-t-elle pas posé la question sur Franck Diongo? Là, je viens de donner injonction aussi pour que... Mais bien sûr. Franck Diongo aussi. Depuis hier. Franck Diongo aussi. En effet, il y a M. Franck Diongo. Et Moukoumadi. Il y a M. Joseph Moukoumadi. Mais pourquoi vous ne posez pas la question sur Célestin Goma? Parce que... Maître Célestin Goma, qui a été, parce que je suis convaincu qu'il a été radieux de Palou, de mon aîné Mayobo. Okay. Vous savez comment il est parti aussi chez Ngoma, Célestin Ngoma, parce que je l'ai fait arrêter aussi. Ah oui? Il est en prison?
En effet, et son procès va commencer bientôt. Tous leurs procès, vous allez les voir bientôt. Merci beaucoup. Parce que le travail a été fait, je vous le dis, avec autant de précision, autant de professionnalisme. Vous avez vu, vous auriez dû parler aussi des Nangas. Les Nangas également ont été condamnés à mort, leurs biens ont été confisqués. Nanga Corneille ou Nanga toute la famille? Corneille. Je parle de Corneille ainsi que de certains membres de sa famille qui étaient impliqués. Bon, le fait d'avoir... Pas tous les membres de famille, parce que le père de Corneille Nanga est en liberté aujourd'hui dans les autorités. Mais son frère s'est réfugié à Dubaï. C'est bien ici inquiété. Il y a une dame d'ailleurs qui était assistante qui encore... On dit qu'elle a disparu. Jusqu'au moment, pose problème. Jusqu'au moment où je vous parle, il n'y a pas eu ouverture d'une quelconque action contre monsieur le sénateur Christopher Nanga. Il n'y a aucune action. Lui-même mais il s'est réfugié parce que à Dubaï. Lui-même, certainement, il se sent en danger ici. Pourquoi. Alors, John Chitende, juriste, journaliste, observateur très averti de ce qui se passe. Je vous donne le ministre. Bonjour, Excellence. Bonjour, Chitende. Je voulais prendre la balle au bon. Hein. Vous avez mis des millions, mais ça fait maintenant plus d'un mois. Monsieur le ministre, où en sommes-nous? Visiblement, personne ne veut de vos millions. Personne n'est preneur. Vous savez, lorsque le travail de la justice se fait avant des résultats, il n'a pas besoin de publicité. Vous vous rappelez encore que dans notre annonce, il y avait un numéro de contact. Je vous informe que des gens signent de contrats avec le ministère de la Justice. Il y a des contrats? Oui, des confidentialités. Donc aujourd'hui, Louara, Bailenge, il y a des gens qui ont signé des contrats sur leur tête. Il n'y a pas que eux. Je dis tous ceux qui sont recherchés par la justice. Et ce n'est pas une première dans notre pays, dans le monde. Aux États-Unis, on l'a fait plus d'une fois. Nous ne sommes pas le premier pays à le faire. Donc, ils sont recherchés, non pas pour être tués, mais pour répondre de leurs actes devant la justice congolaise. Non, mais vous recherchez des gens, il y en a qui sont localisés, ils roulent tranquillement à Goma. Où est-ce que vous les recherchez? Non, il ne faut pas jouer à ces jeux. Goma est sous occupation de l'armée rwandaise. Ce n'est pas sous occupation de l'armée congolaise. Ils roulent tranquillement où? À Kinshasa. Mais à Goma, c'est le Rwanda qui est là. C'est l'armée rwandaise que vous avez vu entrer par la frontière congolaise et qui occupe Goma. Et s'ils sont attaqués justement, c'est à cause de leur allégeance, complicité avec l'armée rwandaise pour ces morts et désolations dans cette partie est de notre pays. Donc il ne faut pas dire qu'ils roulent carrosse, ils sont en liberté. Non, ils sont en cavale. Autrement dit, Goma ne fait plus partie de la République démocratique du Congo. Non. Il ne faut pas ces raccourcis dangereux et frauduleux. Goma fait bel et bien partie de la RDC, mais est sous occupation des forces étrangères, de manière illégale. Jusqu'à quand, monsieur le ministre? On a l'impression que vous êtes devenu comme anesthésié. Nous sommes en guerre. Lorsque c'était Bunagana, on disait oui, Bunagana c'est petit, ils ne vont pas faire les élections comme les autres. Mais c'est Goma. Monsieur le DG, nous sommes en pleine guerre. Nos frères RDC se battent. Mais on ne tire plus. Le chef de l'État, mais vous avez vu Walikale. Nos frères RDC se sont très bien comportés. Nous sommes en pleine guerre. Le chef de l'État ne ménage aucun effort pour se déployer sur le plan diplomatique. Pour récupérer Goma. Et il y a la Mineta Wagner qui fait aussi un bon travail dans son secteur. Nous, au niveau de la justice, nous faisons également le travail sur le front judiciaire. Votre adjoint, là, il est très actif. Chacun, en effet. Mon vice-ministre Samuel Mbemba, qui travaille, qui est en charge du contentieux. Okay. Nous travaillons chacun en ce qui le concerne pour pouvoir mettre fin à cette guerre à la partie est du pays. Parce que nous en parlons, monsieur le ministre, mettre fin à la guerre dans cette partie de la République, Constant Mutamba est-il d'avis qu'il faut directement négocier
avec le M23FC? Écoutez, la question de la diplomatie ne relève pas du ministre de la Justice et Garde des Sceaux. C'est une question qui relève du chef de l'État et du ministre d'État en charge de la justice sous la coordination de la Première ministre. Posez-moi les questions sur... Je pose la question à un politique. Vous êtes d'abord... Vous m'avez invité en tant que ministre d'État et ministre de la Justice et non en tant que responsable politique. Je vous comprends. Monsieur le ministre, vous avez un flair incroyable, hein, parce qu'il vous arrive de sentir l'odeur du détournement et vous avez fait... Faites pas la provocation. Non, ça lui arrive. Tout le monde l'a constaté. Vous avez fait de la lutte contre les détournements votre cheval de bataille. Mais monsieur le ministre, 9 mois après, citez-nous un seul nom d'un détourneur des deniers publics que vous avez pu mettre derrière les barreaux, ou c'était tout simplement un effet d'annonce? Vous savez, nous avons mené une bataille sans merci contre les détourneurs de deniers publics. Rappelez-vous de tous les cas d'arrestation qu'il y a eu à mon arrivée. Les cas Pélémongo, c'est les cas les plus emblématiques. Il est dehors, Pélémongo. Où est-il? Le ministre de la Justice n'est pas juge. Ah. C'est ça la loi, l'état de droit. Si nous avons fait des états généraux de la justice, c'est justement pour arriver à réformer notre système judiciaire. Je porte cette ambition de réformer pour trouver des solutions structurelles aux problèmes notamment liés à la délinquance économique et financière. Tenez, la difficulté qu'éprouvent nos inspecteurs des finances sont dues par moments à la non-qualification des magistrats qui sont appelés à instruire sur les cas des détournements qui sont constatés par l'inspection générale des finances. En droit congolais, généralement, l'on forme les généralistes. Il n'y a pas de spécialistes. Et surtout pas pour des questions de statistiques, d'économie, des finances publiques. Alors que les questions qui doivent, qui doivent faire l'objet d'instructions préjuridictionnelles et juridictionnelles sont hautement techniques du point de vue statistique, finances publiques, économiques, etc. Mais chez nous, on condamne pour des crimes intellectuels. Hein. Et donc du coup, ça. Et donc du coup, il est difficile, mais pour moi en tant que juriste, en tant qu'avocat initialement, en fait, de pouvoir interpréter les chiffres d'un inspecteur des finances. C'est pourquoi le chef de l'État nous a enjoint, et cela a été validé par les États généraux de la justice, de mettre en place le parquet financier. Le projet de loi avait déjà été élaboré, présenté au Conseil de ministres. Ça tarde énormément. On bloque ça? Non, on ne bloque pas. C'est une question de procédure. Dans les jours qui viennent, nous serons devant les honorables députés, les honorables sénateurs pour pouvoir présenter cette grande réforme de notre système judiciaire qui va désormais intégrer un tribunal pénal économique et financier auquel sera rattaché un parquet financier qui seront en charge évidemment de réprimer la délinquance économique et financière et seront sur le même pied d'égalité que les inspecteurs de finances, en tout cas du point de vue compétence et technicité. Quelle est finalement la réforme que Constant Moutamba voudrait bien laisser de son passage à la justice? La réforme des réformes. Très bien. La réforme sans laquelle vous n'allez pas vous estimer que vous avez fait un passage à vide à ces ministères. Vous savez, en 9 mois, nous avons apporté des réformes d'ordre normatif et des réformes d'ordre organique. C'est une première, en 9 mois. D'ordre normatif. Nous avons fait passer plus ou moins 9
textes réglementaires qui apportent des réformes substantielles dans notre système judiciaire. Le premier, le décret sur l'insaisissabilité des biens des entreprises publiques. Services publics, établissements, c'est très effectif. Là, je parle pas des projets. Hein. Donc on touche mais plus. Nous parlons des réformes déjà apportées. C'est depuis le 21 août 2024. Aussitôt mais nous avons fait passer cette réforme. Aujourd'hui, les cas des saisies des comptes des entreprises publiques, en tout cas, a sensiblement été réduit. Sauf, évidemment, des brebis galeuses qui peuvent encore dans le... Qui font condamner les entreprises du portefeuille. Oui. La condamnation, effectivement, est différente de la saisie. Ici, je parle de la saisie. Et nous sommes l'un des premiers pays de l'espace OHADA à adopter cette réforme majeure. Vous pouvez vous renseigner. Ça, c'est sous Constant Moutamba. Nous avons fait passer l'arrêté interministériel qui a inséré ce qu'on appelle en droit comparé la caution judiciaire, mais en notre droit, la consignation des frais, qui passe désormais du montant au pourcentage. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus postuler à des frais contre quelqu'un, contre une entreprise, sans payer l'équivalent d'un pourcentage quelconque du montant postulé. C'est réel. Et ceci a permis aux entreprises publiques de respirer. Vous pouvez aller au niveau des banques, et les juristes des banques vont vous le dire, il n'y a plus toutes ces tracasseries qu'il y avait avant, avec les huissiers de justice qui saisissaient à temps et à contre-temps les comptes des entreprises publiques, des services et établissements publics. Évidemment, il reste encore des petits cas litigieux que nous avons trouvés et sur lesquels nous nous penchons. Nous avons fait passer les décrets sur la gestion informatisée, numérisée, des dossiers ou procédures judiciaires devant les tribunaux de commerce. Ça ne s'est jamais fait. Désormais, tout sera dématérialisé au niveau des tribunaux de commerce, mais aussi au niveau des chambres commerciales, des cours d'appel. C'est une phase pilote. Mais dans le secteur de la justice, monsieur le ministre, comment vous voyez une question là-dessus? Il y a beaucoup de Maboko-Bank là-bas. On paye cash. J'en viens. Et parfois d'une manière arbitraire. Les cautions, tout ça, les frais judiciaires. J'en viens. Je finis avec les réformes, parce que c'est essentiel que notre peuple sache en 9 mois les réformes substantielles que le ministre d'État, ministre de la Justice, garde de Sceaux, Constant Moutamba, a apporté et impulsé. J'ai parlé du décret sur la gestion intégrée, informatisée et numérisée. C'est une première. Et vous allez trouver ces décrets au niveau du journal officiel. Nous avons fait passer le décret sur les ressorts et sièges des cours administratifs d'appel. Jusqu'aujourd'hui, ça n'a pas existé. On a un ordre des juridictions administratives, mais en réalité qui n'a qu'une seule juridiction, c'est le Conseil d'État. D'où tous les conflits qu'il y a eu. Maintenant, nous allons les installer sur base du décret que nous avons fait passer. Nous avons fait passer le décret sur 4 décrets sur les régimes pénitentiaires. Le premier, c'est celui qui crée et organise la direction générale des administrations pénitentiaires. Ce décret vient unifier, je dis bien unifier, les 2 administrations pénitentiaires qui existaient avant, militaires et civiles. Aujourd'hui, c'est une seule administration. Les décrets sur les régimes pénitentiaires, les décrets sur les statuts des agents pénitentiaires. Nous avons fait passer également, et ça c'est il y a 2 semaines, le décret, et c'est l'un des décrets qui apporte une révolution dans le système judiciaire. Le décret portant création de l'inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires. Vous avez vu, ça a créé... Ça existait, ça. L'inspection existait. Avant, nous avons eu un inspectorat des services judiciaires. Et dont les compétences étaient totalement limitées. D'abord, l'inspecteur général était nommé par le ministre de la Justice. 2,
Les magistrats inspecteurs nommés par le ministre de la Justice et ne pouvaient pas contrôler les hautes juridictions. Aujourd'hui, avec notamment la réforme, les magistrats. Notamment les magistrats. Avec la réforme que nous avons impulsée, désormais, les magistrats inspecteurs sont recrutés sur concours. L'inspecteur général judiciaire aura le rang du premier président de la Cour de cassation et que par conséquent, il pourra contrôler et même les actes, je veux dire, des magistrats des hautes juridictions. Ce qui n'a pas existé avant. Les inspecteurs généraux, donc général et ses adjoints, seront désormais nommés par le chef de l'État. Il y a autant d'autres avancées que nous avons apportées à ce niveau. Au niveau maintenant des textes et des lois, je suis dans le cadre normatif. Au niveau des textes et des lois, savez-vous que nous avons fait passer, nous avons déjà une panoplie de plus ou moins 10 projets de loi, déjà alignés, je veux dire. Alignés? Je dis alignés. Parquet financier, sur le barreau, ça veut dire sur la profession d'avocat et de défenseur judiciaire, sur le CSM. CSM? En effet, l'intouchable CSM. Sur la Cour constitutionnelle, sur le code judiciaire militaire, sur le code pénal, sur le statut de magistrat, sur les modalités d'application de l'état des sièges et bien d'autres. Bref, au moment où je vous parle, la matrice des projets de textes, de lois qui attendent d'être examinés, que nous allons devoir défendre à l'Assemblée nationale et au Sénat, sont là. C'est plus de 8. Je veux dire en 9 mois. Et comment ont-ils été élaborés? C'est des commissions et des commissions qui ont été mises en place. C'est des savants et des savants congolais que nous avons recrutés pour travailler, réfléchir et qui nous ont pondu tous ces textes. On a associé et les avocats, et les magistrats, et les techniciens de droit, et les professeurs d'université, et les huissiers de justice, etc. pour que nous arrivions enfin à avoir un système judiciaire assaini. Je vous le dis, et c'est ma conviction, nous ne pouvons pas sortir notre justice du gouffre sans des réformes audacieuses et sans des mises en place rigoureuses au sein de la magistrature. Et c'est une conviction que j'ai toujours défendue parce que nous avons pris le temps de tâter les réalités du terrain de la justice. Pour terminer, dernière question. La justice. Non, mais vous comprenez les réformes que nous avons apportées. Citez-moi des cas que vous connaissez d'un ministre de la Justice qui, en 9 mois, a impulsé ces réformes, je veux dire, d'ordre normatif. Pas en 2 ans. Je n'ai pas encore fait une année à la tête de la justice. Malheureusement, je ne peux pas répondre à vos questions. Non, il faut que le peuple le sache. Oui. Et je voudrais, sans vous interrompre, parce qu'il est nécessaire, dans les secteurs de culte et association, j'ai supprimé ce qu'on appelle le F90. Là, les pasteurs se plaignent. Hein. J'en viens. Les pasteurs se plaignent. Toute réforme ne peut qu'apporter des remous. C'est ça la vocation. Les pasteurs, c'est ça, ce n'est pas de l'harcèlement, c'est de l'assainissement. C'est différent. Trop de taxes. Donc, nous avons supprimé les F92. S'il y a eu pléthore d'églises dans notre pays, parce que chacun pouvait fonctionner avec les F92 sans personnalité juridique. Nous avons restauré l'obligation pour toutes les églises de fonctionner avec les personnalités juridiques, partout au monde. On ne peut fonctionner que lorsque l'État t'en donne le droit. Mais le droit ici en République démocratique du Congo est donné et reconnu par qui? Ce n'est pas arrêté du ministre de la Justice qui accorde la personnalité juridique. Et depuis, nous avons signé plus de 750 personnalités juridiques. Et nous en signons. Celui qui est en droit, nous lui accordons sa personnalité juridique. Nous avons refait la procédure d'octroi des certificats de nationalité. Désormais,
c'est contre-vérifié par la DGM, par l'ANER. Ceci nous a permis de détecter plus de 150 demandeurs de certificats de nationalité qui étaient des étrangers, qui bénéficiaient même de nos passeports. Et vous imaginez, c'est les certificats de nationalité qui donnent foi, qui est la preuve de l'octroi de la nationalité à un citoyen. Et c'est le ministre de la Justice qui signe ça. Et à l'époque, avant moi, on présentait le projet de certificat et le ministre signait. Maintenant, là, même vous, lorsque vous venez, on doit checker au niveau de l'ANER, au niveau de la DGM. Est-ce que vous n'avez jamais utilisé des passeports étrangers? Ça nous a permis d'assainir. Nous avons lancé l'opération d'identification de toutes les églises, de toutes les mosquées. Malgré ça, les églises pilules, monsieur le ministre. Non, les églises ne pilulent pas. Nous sommes plutôt en train de résorber ce que nous avons trouvé. Merci, évidemment, au bout de compte, l'opération d'identification qui est en cours et qui est sanctionnée par le permis de culte. Donc, avant nous avons trouvé qu'il y a des imams qui venaient ici au Congo, qui construisaient des mosquées et qui eux-mêmes les géraient sans passer par le ministère de la Justice, est-ce que vous avez sans freiné passer ça par la Comico. Pour les imams? Mais en effet. On dit l'islamisation du Congo est en marche à cadence. Mais c'est en cours. Le chef de l'État... La justice avait saisi. Mais est-ce que vous avez compris ces réformes? Oui, j'ai compris. Dans le secteur de culte. Elles sont et nombreuses. Après ces réformes, je vous informe, parce que nous l'avons bancarisé, nous avons installé les guichets avancés au niveau de tous nos services du ministère de la Justice. Et je vais vous surprendre que nous sommes passés des 150 millions de francs mobilisés à plus de 4 milliards de francs mobilisés. Les statistiques sont payées dans les caisses de l'État. Vous pouvez aller vérifier. Par voie bancaire. Par voie bancaire. Ce qui dépasse de loin les chiffres mobilisés par toutes les juridictions de la ville de Kinshasa. Rien qu'une seule direction de culte et association du ministère de la Justice. Merci beaucoup. Merci Yann Kitende. Voyez-vous les réformes que nous avons apportées? C'est quoi? Non, c'est-à-dire la justice avait saisi les biens de quelques cadres de M23AC. Vous avez tenté de les vendre publiquement, ça n'a pas du tout marché. Qu'est-ce que vous avez fait de ces biens? Non, il ne faut pas dire que nous avons tenté de les vendre, ça n'a pas marché, parce que moi-même je pouvais aussi non, mais personne n'a acheté. Non, ce n'est pas que personne n'a acheté. Nous avons décidé de pouvoir y loger les services de l'État, tout simplement. L'État s'en a accaparé. Donc, déjà opérationnel? Puisqu'il y avait une décision de justice de confiscation, je vous informe. Merci. Qui est différente de la saisie immobilière. Merci beaucoup. Okay. Florine Zantoto, l'État s'en est tout à l'heure avec Tubin Koufoua. Moi, j'avais une question, monsieur le ministre, par rapport aux pasteurs. Pourquoi vous laissez des églises qui n'ont pas des chapelles, qui ne déclarent pas les mabonzas, et en même temps, dont les membres, quelquefois, se plaignent d'escroquerie? Pourquoi vous les laissez fonctionner? Vous savez... trop de bruit, tapage et tout ça, mais vous les laissez quand même. DG Jean-Marie, le travail que nous faisons maintenant, c'est d'abord d'identifier tous les pasteurs, tous les ministres des cultes, évêques, apôtres, prophètes, etc., qui opèrent en République démocratique du Congo. Ça fait 2 semaines que nous avons lancé cette opération. Mais ils vont prier pour vous, hein? Nous identifions également toutes les églises, toutes les confessions religieuses qu'il y a. Le travail a commencé et cela est sanctionné par la délivrance du permis d'exercice des cultes. Au bout de compte, et nous responsabilisons les confessions religieuses. Désormais, personne n'obtient de personnalité juridique pour une église s'il se fait, 1, identifier par le ministère de la Justice, 2, par la confession religieuse, se faire parrainer par sa confession religieuse. Ça devient sérieux là. Il faut appartenir des églises à 12 membres, ça non, ça disparaît ça. Nous leur avons accordé 3 mois. C'est comme ça que vous voyez déjà des remous. Il y a déjà maintenant un contrôle drastique.
du ministère de la Justice pour qu'au bout de 3 mois, celui qui ne se fera pas identifier. Aujourd'hui, nous ne savons pas combien d'églises il y a. Je n'ai trouvé aucune statistique sur ma table. Ok. Combien d'églises il y a en République du Congo? Combien de pasteurs il y a? On a combien de prophètes? On a combien d'évêques? On a combien d'archevêques au pays? On a combien de mosquées? On a combien d'imams? Floride. Donc, au bout de 3 mois, nous serons capables de dire que Floride Zontoto est un imam. Monsieur le ministre, j'aimerais revenir une petite parenthèse par rapport à vos prouesses financières issues de la bancarisation, mais j'ai rencontré un avocat qui a dit que vous n'avez pas bancarisé. Vous avez tout simplement multiplié des guichets. La bancarisation existait avant Constant Moutamba. Ben écoutez, c'est un jeu de mots. Je ne voudrais pas entrer dans les jeux de mots. C'est vrai. C'est pas une polémique. C'est pas une polémique, mais vous n'avez pas bancarisé, c'est ça? Non, nous avons évidemment sur bas des textes qui existent. Déjà, le processus de bancarisation avait été lancé... bien avant vous? Bien avant, non, pas le ministère. Au ministère de la Justice, je suis le premier à faire ça. À bancariser? Bien sûr. Il y a des gens qui payaient par la banque avant vous? Je dis la bancarisation des services qui relèvent du ministère de la Justice, c'est le ministre de la Justice qui vient l'opérationnaliser. Merci. Pour preuve, avant moi, les statistiques pour 2023, vous pouvez aller vérifier au niveau de la DGRAD. 2023, avant mon arrivée à tête du ministère, le service de culte et association avait mobilisé pour toute l'année et toute la République. C'était plus ou moins 150 millions de francs congolais pour toute l'année. Et avec mon arrivée et le système de bancarisation installé, j'en suis à plus de 4 milliards de francs congolais. 4 milliards. Vous pouvez aller vérifier. Les statistiques sont là. Je dis, c'est de loin plus que les statistiques et chiffres qui ont été mobilisés par toutes les juridictions ici à Kinshasa. Monsieur le ministre, le président de la République, Félix Tshisekedi, a affirmé par 2 fois déjà que l'ancien président de la République, Joseph Kabila, était responsable de l'AFC. Pourquoi est-ce que vous n'engagez pas des poursuites contre lui? Et pourquoi est-ce que vous ne saisissez pas ses biens autant que vous l'avez fait avec Corneille Nangaa et tous les autres, Moukoumadi et Franck Diongo? Lorsque je vous dis que l'instruction préjuridictionnelle est une instruction inquisitoriale, ça veut dire secrète. Ce n'est qu'au bout de compte que nous allons effectivement établir la responsabilité pénale claire de M. Joseph Kabila. Nul n'est au-dessus de la loi. Les enquêtes sérieuses sont en cours. Pas que sur la personne de l'ancien président de la République, mais sur même tous les responsables soupçonnés d'être de connivence avec le Rwanda, et qui seraient aujourd'hui proches du président honoraire Joseph Kabila. Vous avez vu les premières interpellations. En fait, c'était le fait de l'injonction du ministre de la Justice. Avec Moukoumadi et Franck Diongo, ça n'a pas traîné? Si, ça a traîné. Qui vous dit que ça n'a pas traîné? Vous avez plutôt vu les résultats de l'aboutissement des enquêtes. Lorsque ça le sera pour les autres, vous le saurez. Mais sachez qu'un travail de fond se fait. Mais croyez-moi, les aventures d'autres temps ne vont plus se répéter. Monsieur le ministre, l'article 168 de la Constitution stipule que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Alors, cette Cour a produit son premier arrêt, RP 001, dans l'affaire Boukangalonzo, et a déclaré être incompétente de pouvoir juger un ancien Premier ministre. Et puis après, cette même Cour est revenue sur le même problème en évoquant ce qu'on appelle un revirement jurisprudentiel. Quelle est votre lecture en tant que ministre par rapport à ce dossier? Vous savez, il ne me revient pas en tant que ministre de la Justice de commencer à commenter les arrêts des hautes juridictions de notre République. Je vous ai dit, la conviction qui est la mienne en tant que ministre de la Justice, c'est d'apporter des réformes courageuses. Je viens de vous parler d'un projet de loi sur
la réforme de la loi sur la Cour constitutionnelle. Donc vous en verrez les contenus le moment venu. Mais dites-moi un petit peu, est-ce que vous avez un problème personnel particulier avec les conseillers supérieurs de la magistrature ou vous voulez régler des comptes avec eux? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez une certaine appréhension particulière? Qu'est-ce qui se passe? D'abord, monsieur le DG, je ne sais pas ce que vous entendez par appréhension particulière. Il n'y a aucun problème. Le pouvoir judiciaire, en réalité, au sens global du terme, pas au sens stricto, tel que repris dans l'article 149 et suivant la Constitution, je dis au sens global, kaléidoscopique, nous sommes un. Et je pense que nous travaillons tous pour implémenter la vision du magistrat suprême. C'est son Excellence, Monsieur le Président de la République. Mais il est vrai que nous pouvons avoir des divergences, des vues sur l'approche du travail. Par exemple. Mais eux, les CSM disent, vous n'avez pas droit d'être membre. Voilà. Le président de la République n'a pas le droit d'être membre du CSM. C'est ce que je dis. C'est cela la démocratie, justement. Oui. Et donc, il y a les conservateurs, ça veut dire les tenants de ce qui existe maintenant et qui pensent que rien ne doit changer. Et il y a les réformistes. C'est juridique, ça? Et nous sommes... Vous pouvez être à la fois exécutif et puis vous allez dire le droit, ou plutôt être, par exemple, être membre du Conseil supérieur magistral. Oui, les magistrats assis, là. Non, c'est une... non, d'abord, il faut faire la démarcation, la différence des choses. Partout au monde. Je crois que c'est un débat qui a été alimenté et conclu au niveau des États généraux. Partout au monde, aujourd'hui, le Conseil supérieur de la magistrature est composé des magistrats et de non-magistrats. J'aimerais vraiment que ce soit clair. C'est pas une affaire de professionnels? Non, pas du tout. Parce que c'est juste un organe de gestion des magistrats, en fait de la magistrature en réalité. Oui. Alors qu'est-ce qui se passe par exemple en France? Parce que nous avons mimé pratiquement le modèle français, nous sommes tous du système germano-romanique, romano-germanique. Je voudrais que nous puissions prendre les cas de la France où vous avez le Conseil supérieur de la magistrature, qui est composé majoritairement de non-magistrats. C'est la France, c'est pas nous. Les ministres et la justice et le vice-président. D'ailleurs, vous allez loin, ici au Congo-Brazzaville ici, c'est le même système. Mais ça ne biaise pas Sénégal, la démarche? Non, pas du tout, mais ce sont des États, notre système est calqué de leur modèle. Qu'est-ce que nous avons inventé, nous, comme mot, en justice ou en droit? Vous voyez, tous les grands auteurs que nous citons, ce sont les Français, ce sont les Belges. Et en Belgique, c'est les conseils supérieurs de la justice. C'est pas moi, Constant Moutamba. Et là, vous avez ex-aequo, non-magistrat et magistrat. Ceci pour équilibrer et éviter le corporatisme protecteur. Ah, c'est ce que vous voulez. Les gens sont qualifiés comme ça. Ils se protègent entre eux, ils ne veulent pas que les gens mettent je vous donne un exemple. Vous pouvez vous retrouver, par exemple, que vous avez étudié ensemble. Oui. Vous êtes des amis. Oui. Et par hasard des circonstances, vous vous retrouvez tous au Conseil supérieur de la magistrature, mais vous étiez des amis. Et vous vous protégez ensemble, entre voilà. vous. Donc vous allez continuer, en fait, l'amicalité, l'amitié au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Et donc, alors, monsieur le ministre, je disais que c'est une question d'approche, et c'est cela la démocratie. Je suis convaincu qu'au vu des abus que nous avons observés, au niveau du fonctionnement de l'appareil judiciaire dans l'ensemble, où il y a eu malheureusement des acteurs véreux qui se retrouvent partout. Il n'y a pas que dans la magistrature, dans la politique, dans l'avocature, dans l'huissariat, dans le notariat, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir un cadre qui mette tous ces acteurs ensemble pour pouvoir penser, évaluer et suivre la politique judiciaire de la République, qui est en fait portée, en réalité impulsée par le gouvernement. C'est ce que dit la Constitution de notre pays. Et de quel gouvernement, lequel gouvernement est placé ou mis en place par le président de la République. Et donc il est important
qu'au jour d'aujourd'hui, nous puissions exécuter strictement les recommandations des États généraux de la justice, sans état d'âme. Moi, ministre, je vais passer. Oui. Les membres du Conseil supérieur actuel vont passer. Mais qu'est-ce que nous allons léguer aux générations futures comme système judiciaire? Si c'est le même système, voici les conséquences. Si nous devons réformer, voici les conséquences. Voilà la petite vision. Monsieur le ministre, les avocats ont apprécié à juste titre la mise en place par vous de la Commission nationale chargée d'examiner la régularité dans l'exécution des décisions judiciaires, même si c'est quand même assez lent. Mais on dit que vous-même vous interférez dans les décisions judiciaires. Un exemple, l'alimentation régale à la 7e rue a été déguerpie, mais vous auriez envoyé votre propre conseiller au nom de Louange pour réinstaller... Il s'appelle Louange. L'alimentation régale. C'est une question qui vient d'un avocat. Oui, d'abord, je ne voudrais pas répondre au cas par cas, au cas isolé. Ce n'est pas les cadres. Si cet avocat a des soucis, vous savez, j'organise des journées portes ouvertes, des consultations. Il y a un numéro vert par lequel on m'atteint directement. Vous-même ou c'est un opérateur qui... Mais la décision avait déjà été prise. Moi-même. Je peux vous rassurer qu'il y a beaucoup de fausses décisions de justice. Fausses? Ouais, qui circulent. Et parfois, je vous ai parlé des réseaux mafieux qui opèrent à l'insu des chefs des juridictions. Parfois qui mettent des noms des magistrats et juges déjà morts. Oh. Qui font des actes de signification qui n'existent pas. Ça veut dire que la première décision qui avait été prise, elle était il faut y aller, non, il faut y aller mollo. Nous, j'aurais plutôt été surpris si vous avez dit que j'étais corrompu pour prendre une décision. Mais vous voulez vérifier? Là, je serais surpris. Oui. Mais si c'est pour remettre de l'ordre dans la société, je ne trouve pas d'inconvénient. Et c'est ce que vous avez fait? Je vous informe que la commission que nous avons mise en place, effectivement, c'était ça, les réformes sur le plan organique dont je parlais. On a mis en place cette grande commission chargée de veiller à la bonne exécution des décisions de justice. Pourquoi? Parce qu'il y a une séparation nette des fonctions entre la fonction de dire le droit qui revient au juge et la fonction d'exécuter sa décision de justice. Le constituant, les législateurs congolais ont séparé ces fonctions pour éviter des abus. De telle manière que toi-même qui prends une décision de justice, tu ne peux pas l'exécuter. Tu ne peux pas le signifier. C'est quelqu'un d'autre. Pourquoi? C'est pour veiller que la décision que tu as prise s'est conformée aux lois et à la Constitution de la République. Et cette fonction revient aujourd'hui aux huissiers de justice qui relèvent du ministre de la Justice. Et à côté, vous avez l'inspection générale des services judiciaires pour contrôler est-ce que telle décision de justice n'est pas une fausse décision de justice. Et c'est comme ça que, statistiquement, vous avez une réduction drastique de taux d'exécution barbare des décisions de justice. Vous n'avez plus les scandales comme ce fut le cas avant. Parce que tout passe par cette commission que nous avons réussi à installer dans certaines provinces et l'ambition c'est de pouvoir l'étendre. C'est des commissions mixtes. Vous avez dedans les magistrats inspecteurs, vous avez les huissiers de justice, vous avez effectivement les représentants du ministère de la Justice. Et jusqu'ici, en tout cas, 90% des dossiers qui ont été traités, qui sont passés par cette commission, ont été rigoureusement traités à la satisfaction de notre population. C'est pourquoi vous-même, vous l'avez admis, qu'il n'y a plus trop de tensions sociales dues aux exécutions des décisions de justice. Avant notre arrivée au ministère de la Justice, chaque jour, vous aviez au moins un scandale sur les réseaux sociaux. Oui, oui. Mais bon, maintenant, il y a beaucoup, sur les exécutions. moins de dossiers. Aujourd'hui, il y a moins de dossiers qui fuitent. Ils ont peur. Il y a moins, non, parce que nous les traitons. Justement, celui qui va exécuter, c'est vraiment celui qui aura requis la vie favorable de cette commission. Alors, monsieur le ministre, avant qu'on termine cette émission, moi, j'ai eu beaucoup de questions sur les conditions de travail des magistrats, les tribunaux, qui siègent toujours sous les arbres,
vous allez dans des juridictions où les magistrats ne sont pas payés, il n'y a pas de courant. Qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que votre palais est terminé d'abord? Parce que quand on passe devant, on est impressionné. Monsieur Jean-Marie, il faut l'avouer, que depuis que on dit même que vous avez fermé les prisons. Depuis que nous sommes, les cachots. Depuis que nous sommes là, monsieur Jean-Marie, nous nous sommes attelés à travailler pour l'amélioration des conditions carcérales au niveau de nos prisons. 2, pour améliorer également les conditions de travail. Des magistrats. Des magistrats, y compris du personnel, présidents des tribunaux et tout ça. Du personnel de la justice. Oui, personnel de la justice. Les huissiers. Parce que je rappelle que les infrastructures judiciaires relèvent du gouvernement de la République à travers le ministre de la Justice, conformément à l'ordonnance loi sur les attributions des ministères. Le palais de justice rénové sera inauguré. On y travaille, ce lundi sera inauguré. Ah, ce lundi? Ce lundi, par son essence, Monsieur le Président de la République. Ok. Tout est fini. Nous avons mobilisé des jeunes Congolais qui ont travaillé aux côtés de l'entrepreneur turc Mulvest. Et ensemble, ils ont fait un travail. Même à l'intérieur, hein, même que ce soit juste le plaquage des choses. Tout a été refait. Y compris les meubles. Télé 50 sera là. Je serai là. Vous verrez la rénovation qui a été apportée. J'ai recruté plus de 100 jeunes gens qui faisaient les nettoyages des véhicules, etc. Autour du palais, et qui sont désormais aujourd'hui payés. Ah, qui font ce travail. Vous voyez, qui font du nettoyage, qui ont embelli, qui ont fait un beau jardin devant le palais. Et nous avons chassé tous les marchés de fortune qui avaient. Ah oui, d'accord. Il y avait beaucoup de malévois autour. Aujourd'hui, le palais de justice ne ressemble plus à celui que vous avez connu avant. Le cachot qu'il y avait devant a été fermé. Et nous construisons un nouveau cachot, évidemment, derrière le palais. De sorte que devant le perron... Beaucoup plus confortable, amigo de triste mémoire. En effet. Et aujourd'hui, le palais de justice devient un lieu plutôt de visite touristique. Pour ceux qui viennent de l'étranger, vous n'avez rien envié à un palais de justice de Paris. Et il faut le dire que c'est le travail que nous avons drastiquement abattu aux côtés de son Excellence, Monsieur le Président. Mais pourquoi? Mais parce que, Monsieur Christian, nous avons refusé les rétrocommissions. Ah oui. Et ça, il faut le dire. Lorsque nous avons pris nos fonctions, nous avons donné un deadline à l'entrepreneur. Je me rappelle... vous avez convoqué dans votre bureau, là? En effet. Il y avait des frais de gestion qui devaient revenir au ministre de la Justice. Moi, j'y ai renoncé. J'y ai renoncé. 5% des travaux, c'est vérifiable. Et j'ai demandé à l'entrepreneur de mettre ça dans les travaux pour finaliser, notamment les jardins que vous voyez, notamment certains mobiliers qui ont été placés dans le bureau. Ça, c'est le ministre de la Justice. Je voudrais également parler des prisons. Allez-y à Makala aujourd'hui, Monsieur Jean-Marie. Ça a changé depuis l'incendie? Monsieur Jean-Marie, à notre avènement à la tête du ministère de la Justice, nous enregistrions chaque jour un minimum de 5 à 6 décès à Makala. Ah bon? Ouais, vous pouvez vous renseigner. 6 décès par jour? Par jour. Parce qu'il y avait près de 17 000 détenus pour une capacité d'accueil de 1500. Nous nous sommes mobilisés. Et en plus de la tentative d'évasion qu'il y avait le 1er septembre 2024, ayant occasionné, évidemment, occasionné... 3000 morts, 3000 morts. Je vous rassure, Monsieur Jean-Marie, que nous avons tout refait. Ah oui, les cellules, tout ça, nous avons construit un nouveau centre médical au sein de la prison de Makala. Aujourd'hui? Aujourd'hui. Aujourd'hui, les prisonniers à Makala vous mangent minimum 2 fois par jour. C'est-à-dire qu'il y a des prisonniers qui préfèrent plutôt rester en prison à Makala plutôt qu'être en liberté. On est suivi à Makala. Ils vont m'en dire quelque chose. J'ai lancé sur instruction du magistrat suprême le programme des désengorgements des prisons. Ça va continuer?
jamais un ministre de la Justice n'a autant assaini les prisons que le ministre d'État Constant Moutamba. Nous sommes partis de Makala de 17 000 à 8 555. 8 000, moins de 10 000. Moins de 10 000. Parce qu'à l'arrivée du président de la République, Makala avait plutôt 4. Entre la fonction de dire le droit qui revient au juge et la fonction d'exécuter sa décision de justice. Le constituant, les législateurs congolais ont séparé ces fonctions pour éviter des abus. De telle manière que toi-même qui prends une décision de justice, tu ne peux pas l'exécuter. Tu ne peux pas le signifier. C'est quelqu'un d'autre. Pourquoi? C'est pour veiller que la décision que tu as prise s'est conformée aux lois et à la Constitution de la République. Et cette fonction revient aujourd'hui aux huissiers de justice qui relèvent du ministre de la Justice. Et à côté, vous avez l'inspection générale des services judiciaires pour contrôler est-ce que telle décision de justice n'est pas une fausse décision de justice. Et c'est comme ça que, statistiquement, vous avez une réduction drastique de taux d'exécution barbare des décisions de justice. Vous n'avez plus les scandales comme ce fut le cas avant. Parce que tout passe par cette commission que nous avons réussi à installer dans certaines provinces et l'ambition c'est de pouvoir l'étendre. C'est des commissions mixtes. Vous avez dedans les magistrats inspecteurs, vous avez les huissiers de justice, vous avez effectivement les représentants du ministère de la Justice. Et jusqu'ici, en tout cas, 90% des dossiers qui ont été traités, qui sont passés par cette commission, ont été rigoureusement traités à la satisfaction de notre population. C'est pourquoi vous-même, vous l'avez admis, qu'il n'y a plus trop de tensions sociales dues aux exécutions des décisions de justice. Avant notre arrivée au ministère de la Justice, chaque jour, vous aviez au moins un scandale sur les réseaux sociaux. Oui, oui. Mais bon, mais là, il y a beaucoup, sur les exécutions. moins de dossiers. Aujourd'hui, il y a moins de dossiers qui fuitent. Ils ont peur. Il y a moins, non, parce que nous les traitons. Justement, celui qui va exécuter, c'est vraiment celui qui aura requis la vie favorable de cette commission. Alors, monsieur le ministre, avant qu'on termine cette émission, moi, j'ai eu beaucoup de questions sur les conditions de travail des magistrats, les tribunaux, qui siègent toujours sous les arbres. Vous allez dans des juridictions où les magistrats ne sont pas payés, il n'y a pas de courant. Qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que votre palais est terminé d'abord? Parce que quand on passe devant, on est impressionné. Monsieur Jean-Marie, il faut l'avouer, que depuis que... On dit même que vous avez fermé les prisons. Depuis que nous sommes, les cachots. Depuis que nous sommes là, M. Jean-Marie, nous nous sommes attelés à travailler pour l'amélioration des conditions carcérales au niveau de nos prisons. 2, pour améliorer également les conditions de travail. Des magistrats. Des magistrats, y compris du personnel, présidents des tribunaux et tout ça. Du personnel de la justice. Oui, personnel de la justice. Les huissiers. Parce que je rappelle que les infrastructures judiciaires relèvent du gouvernement de la République à travers le ministre de la Justice, conformément à l'ordonnance loi sur les attributions des ministères. Le palais de justice rénové sera inauguré. On y travaille ce lundi sera inauguré. Ah, ce lundi? Ce lundi, par son essence, Monsieur le Président de la République. Ok. Tout est fini. Nous avons mobilisé des jeunes Congolais qui ont travaillé aux côtés de l'entrepreneur turc Milvest. Et ensemble, ils ont fait un travail. Même à l'intérieur, hein, même pas que ça soit juste le plaquage. Je dis bien, tout a été refait. Y compris les meubles. Télé 50 sera là. Je serai là. Vous verrez la rénovation qui a été apportée. J'ai recruté plus de 100 jeunes gens qui faisaient les nettoyages des véhicules, etc. Autour du palais, et qui sont désormais aujourd'hui payés. Ah, qui font ce travail. Vous voyez, qui font du nettoyage, qui ont embelli, qui ont fait un beau jardin devant le palais. Et nous avons chassé tous les marchés de fortune qui avaient. Ah oui, d'accord. Il y avait beaucoup de Maléwa autour. Aujourd'hui, le palais de justice ne ressemble plus à celui que vous avez connu avant. Le cachot qui avait devant a été fermé.
Et nous construisons un nouveau cachot, évidemment, derrière le palais. De sorte que devant le perron... Beaucoup plus confortable, amigo de triste mémoire. En effet. Et aujourd'hui, le palais de justice devient un lieu plutôt de visite touristique. Pour ceux qui viennent de l'étranger, vous n'avez rien envié à un palais de justice de Paris. Et il faut le dire que c'est le travail que nous avons drastiquement abattu aux côtés de son Excellence, Monsieur le Président. Mais pourquoi? Mais parce que, Monsieur Christian, nous avons refusé les rétrocommissions. Ah oui. Et ça, il faut le dire. Lorsque nous avons pris nos fonctions, nous avons donné un deadline à l'entrepreneur. Je me rappelle... vous avez convoqué dans votre bureau, là? En effet. Il y avait des frais de gestion qui devaient revenir au ministre de la Justice. Moi, j'y ai renoncé. J'y ai renoncé. 5% des travaux, c'est vérifiable. Et j'ai demandé à l'entrepreneur de mettre ça dans les travaux pour finaliser, notamment les jardins que vous voyez, notamment certains mobiliers qui ont été placés dans le bureau. Ça, c'est le ministre de la Justice. Je voudrais également parler des prisons. Allez-y à Makala aujourd'hui, Monsieur Jean-Marie. Ça a changé depuis l'incendie? Monsieur Jean-Marie, à notre avènement à la tête du ministère de la Justice, nous enregistrions chaque jour un minimum de 5 à 6 décès à Makala. Ah bon? Ouais, vous pouvez vous renseigner. 6 décès par jour? Par jour. Parce qu'il y avait près de 17 000 détenus pour une capacité d'accueil de 1500. Nous nous sommes mobilisés. Et en plus de la tentative d'évasion qu'il y avait le 1er septembre 2024, ayant occasionné, évidemment, on a dit 3000 morts, 3000 morts. Je vous rassure, Monsieur Jean-Marie, que nous avons tout refait. Ah oui, les cellules, tout ça, nous avons construit un nouveau centre médical au sein de la prison de Makala. Aujourd'hui? Aujourd'hui. Aujourd'hui, les prisonniers à Makala vous mangent minimum 2 fois par jour. C'est-à-dire qu'il y a des prisonniers qui préfèrent plutôt rester en prison à Makala plutôt qu'être en liberté. On est suivi à Makala. On est suivi à Makala. Ils vont m'en dire quelque chose. J'ai lancé sur instruction du magistrat suprême le programme des désengorgements des prisons. Ça va continuer? Jamais un ministre de la Justice n'a autant assaini les prisons que le ministre d'État Constant Moutamba. Nous sommes partis de Makala de 17 000 à 8 555. 8 000, moins de 10 000? Moins de 10 000. Parce qu'à l'arrivée du président de la République, Makala avait plutôt 4 à 5 000 prisonniers. Il y a eu explosion d'emprisonnement. D'emprisonnement, et nous en sommes souvent arrivés... avec nous en sommes arrivés... Des prévenus. Nous en sommes arrivés à 17 000. Il y avait donc parfois mort des prisonniers par étouffement. Nous avons trouvé des prisonniers à Makala qui n'arrivaient plus à marcher. Nous avons trouvé des prisonniers à Makala qui n'arrivaient plus à se tenir. Et qu'on transportait sur des brouettes. Nous avons tout assaini. Parce que nous nous étions étonnés en nous disant, mais Makala ne devrait pas constituer un lieu de sacrifice, un mouroir. Et aujourd'hui, vous avez un système assaini. Aujourd'hui, il faut le dire. Oui. J'en viens. Nous avons lancé, depuis hier, samedi 5 avril 2025, la construction des 4 grandes maisons d'arrêt dans la ville de Kinshasa. 4. De quelle capacité? L'une a la capacité de plus ou moins 2500 détenus. Ça, c'est vers les centres Siforco. La deuxième a la capacité de 800 détenus. Troisième, capacité de 1500 au niveau des EG vers... Mais ça va finir quand ça? On sait quand on lance les travaux. En 6 mois? Ouais. Sécurisé au moins? Sécurisé. Okay. En 6 mois. Nous venons de lancer. Nous avons fini. Et pour y arriver, ce que je fais, M. Jean-Marie... Vous avez des financements? En effet. Bon. Ce que je fais, M. Jean-Marie, je me rassure d'une contre-expertise. Si d'ailleurs ça a pris un peu de temps pour lancer, c'est parce que à chaque fois que je constate une surfacturation, j'exige la réduction. On refait le contrat, on refait le travaux, on refait tout. Et ce qui fait que maintenant que nous sommes sûrs que
il n'y a pas de surfacturation, il n'y a pas de rétrocommission que nous lançons les travaux. Nous lançons la construction de la nouvelle grande prison d'une capacité de 20 000 places parce que nous délocalisons Makala. L'espace trouvé, l'entrepreneur... 20 000, ça sera installé où? À Menkao. Ok, c'est non loin de Kinshasa, après l'aéroport. Après l'aéroport. Sur la route de Bandundu. Donc, 20 000 places. 20 000 places. La semaine prochaine, je vais à Kisangani où je vais lancer la construction d'une prison moderne de plus de 2000 places. Est-ce que vous allez arrêter les... Et ça... Les coulons en cravate, là, les politiciens détourneurs. Ça, c'est déjà fait. Nous venons évidemment d'identifier déjà le projet et les financements pour la construction des palais de justice au niveau de l'intérieur. Donc on a jusqu'ici identifié un palais de justice à Cabinda, où nous réhabilitons aussi la prison. À Cabinda, où il n'y a rien. Il n'y a rien. Pourtant, vous êtes ministre de la Justice. Il n'y a rien. À Mbujima, il n'y a rien. Ah oui. Il n'y a même pas de palais, il n'y a même pas de cour la paix de bâtisse pour la prison de Mbujima, on peut y entrer par le toit, par la côté. Voilà. Bon. Nous lançons également de construction de ce côté-là. Nous avons lancé les travaux de construction avec le gouverneur de Haut-Ouélé d'une nouvelle prison à Isiro que je vais aller visiter. N'oubliez pas qu'à Saké, on avait déjà lancé la construction d'une nouvelle grande prison à Saké, parce que nous voulons délocaliser celle de Mounzenzé. Malheureusement, les terroristes du M23 et l'armée rwandaise s'en sont accaparés. Bref, pour vous dire les efforts que nous avons fournis à l'espace de 9 mois. Donc l'ambition pour nous, c'est qu'au bout de compte, nous avons identifié et nous lançons les travaux pour Chikankasa à Bouma. C'est une prison de haute sécurité. Vous avez été là-bas, on a vu une prison en pleine brousse. C'est là que nous allons d'ailleurs envoyer les grands détourneurs des deniers publics. Merci beaucoup. On a terminé l'émission. Deux petites questions avec vous. Moutamba. Vous l'appelez maître? Oui. C'est un juriste, un avocat. Non, non. Quand on est ministre, on ne peut plus être avocat. Comme ministre... C'est incompatible. Comme ministre de Justice. Ouais. Ma première question, est-ce que toutes les décisions que vous prenez, est-ce que... Nous en sommes arrivés... Des prévenus. Nous en sommes arrivés à 17 000. Il y avait donc parfois mort des prisonniers par étouffement. Nous avons trouvé des prisonniers à Makala qui n'arrivaient plus à marcher. Nous avons trouvé des prisonniers à Makala qui n'arrivaient plus à se tenir. Et qu'on transportait sur des brouettes. Nous avons tout assaini parce que nous nous étions étonnés en nous disant mais Makala ne devrait pas constituer un lieu de sacrifice, un mouroir. Et aujourd'hui, vous avez un système assaini. Aujourd'hui, il faut le dire. Oui. J'en viens. Nous avons lancé depuis hier, samedi 5 avril 2025, la construction des d'arrêt dans la ville de Kinshasa. 4. De quelle capacité? L'une a la capacité de plus ou moins 2500 détenus. Ça, c'est vers les centres Siforco. La deuxième a la capacité de 800 détenus. Troisième capacité de 1500 au niveau des EG vers... Mais ça va finir quand ça? On sait quand on lance les travaux. En 6 mois? Ouais. Sécurisé au moins? Sécurisé. Okay. En 6 mois. Nous venons de lancer. Nous avons fini. Et pour y arriver, ce que je fais, M. Jean-Marie... Vous avez des financements? En effet. Bon. Ce que je fais, M. Jean-Marie, je me rassure d'une contre-expertise. Si d'ailleurs ça a pris un peu de temps pour lancer, c'est parce que à chaque fois que je constate une surfacturation, oui, j'exige la réduction. On refait le contrat, on refait le travaux, on refait tout. Et ce qui fait que maintenant que nous sommes sûrs qu'il n'y a pas de surfacturation, il n'y a pas de rétrocommission, que nous lançons les travaux. Nous lançons la construction de la nouvelle grande prison d'une capacité de 20 000 places parce que nous délocalisons Makala. L'espace trouvé, l'entrepreneur... 20 000, ça sera installé où? À Menkao. Ok, c'est non loin de Kinshasa, après l'aéroport. Après l'aéroport. Sur la route de Bandundu. Donc, 20 000 places. 20 000 places. La semaine prochaine, je vais à Kisangani où je vais lancer la construction d'une prison moderne de plus de 2000 places. Est-ce que vous allez arrêter les... Et ça... Les coulons en cravate, là, les politiciens détourneurs. Ça, c'est déjà fait. Nous venons évidemment d'identifier déjà le projet et les financements pour la construction des palais de justice
au niveau de l'intérieur. Donc on a jusqu'ici identifié un palais de justice à Cabinda, où nous réhabilitons aussi la prison. À Cabinda, il n'y a rien. Il n'y a rien. Pourtant, vous êtes ministre de la Justice. Il n'y a rien. À Mbujima, il n'y a rien. Ben oui. Il n'y a même pas de palais, il n'y a même pas de cour de paix de bâtisse pour la prison de Mbujima, on peut y entrer par le toit, par la côté. Voilà. Bon. Nous lançons également de construction de ce côté-là. Nous avons lancé les travaux de construction avec le gouverneur de Haut-Ouélé d'une nouvelle prison à Isiro, que je vais aller visiter. N'oubliez pas qu'à Saké, on avait déjà lancé la construction d'une nouvelle grande prison à Saké, parce que nous voulons délocaliser celle de Mounzenzé. Malheureusement, Était là-bas, on a vu une prison en pleine brousse. C'est là que nous allons d'ailleurs envoyer les grands détourneurs des deniers publics. Merci beaucoup. On a terminé l'émission. Deux petites questions avec vous. Moutamba. Vous l'appelez maître? Oui. C'est un juriste, un avocat. Non, non. Quand on est ministre, on ne peut plus être avocat. Comme ministre... C'est incompatible. Comme ministre de Justice. Ouais. Ma première question, est-ce que toutes les décisions que vous prenez, est-ce que vous vous référez à la loi ou vous dites, je le prends pour laver mon image et créer beaucoup plus d'ancrage? Parce que là, j'ai vu les documents tout à l'heure, vous avez obtenu 36 000 voix, peut-être que prochainement, ça peut atteindre 3 millions de voix. Ah ben, vous savez, mon cher frère, je ne travaille pas pour des ambitions politiques à venir. Je sers le président de la République et le peuple congolais. Parce que l'avenir, il n'y a que Dieu qui le sait. Surtout pour les questions d'ambition présidentielle. Le président Tshisekedi, comme il est là, c'est Dieu. Par contre, je suis convaincu qu'un ministre, c'est tout d'abord un serviteur. Qui doit se disponibiliser pour les citoyens. 2. La confiance que le président de la République m'a placée, je veux dire, à 36 ans, faire de moi ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceau de la République, c'est énorme. La meilleure façon pour moi de lui dire merci, c'est d'être loyal dans le travail. Loyal, oui, mais... Et donc, du coup, sur le plan de la légalité des actes, je vous dis que je suis le gardien par excellence. Je vais prendre un cas de la préservation. Pour aller vite, sur base de rumeurs des réseaux sociaux, vous avez instruit les officiers de la police judiciaire afin d'enquêter sur le procureur près la Cour de cassation en fonction. Est-ce faisable sur le plan du droit? Et aujourd'hui, quelle est la suite de ce dossier, monsieur le ministre? D'abord, je n'ai jamais instruit un procureur pour faire une enquête sur le PG Cassation. Ça, c'est d'une part. D'autre part, je vous informe que la clameur publique peut effectivement constituer un élément déclencheur des poursuites. Ah, clameur publique judiciaire, en effet. Sur les biens et tout ça? Ça, c'est sur la base de l'ordonnance loi de février 1978 sur la répression des infractions dites flagrantes. Donc, le ministre de la Justice, sur la base de l'article 70 de la loi du 11 avril 2013, peut donner injonction d'ouverture d'enquête judiciaire ou de poursuite judiciaire sur la base de la clameur publique. Ça veut dire quoi? Au moment où nous sommes sur ce plateau, mais s'il y a clameur publique contre vous, je peux instruire en tant que ministre de la Justice pour qu'on vous poursuive. Bon, autre question, oui, pour terminer, je me suis réjoui ici du fait que 5000 citoyens congolais, n'est-ce pas, ont récupéré leurs maisons, qui ont été spoliées. Il y a d'autres victimes qui cherchent à vous voir, vous fermez des portes, on se demande si vous avez des mains liées. L'une des victimes, c'est d'ailleurs un élu qui fait des tours des plateaux, et elle est venue chez nous ici, elle est venue vous voir. Le cas du gouverneur Kassanji. Voilà. Pourquoi vous ne voulez pas recevoir l'ancien gouverneur, actuel sénateur,
Alphonse Ngouekassangi dans vos bureaux. Alors vous savez, il ne faut pas personnaliser le débat. La justice est incolore, inodore et insipide. Le cas, puisque vous voulez de la singularité, le cas de mon aîné, l'honorable Ngouekassangi, est en cours de traitement. En cours de traitement. En effet. La commission chargée de veiller à la bonne exécution de décisions de justice s'y penche. Et les jours qui viennent, le rapport me sera transmis et nous prendrons des dispositions nécessaires quant à ce. Si... Là, vous avez libéré beaucoup de Koulouna aujourd'hui qui sèment terreur et désolation à Kinshasa. D'abord, est-ce que le phénomène Koulouna a commencé avec les libérations que j'ai accordées à Makala? Merci beaucoup. Deux. Oui. Deux. Oui. Monsieur le DG. Allez-y. Mais qu'en dites-vous de la politique, de la lutte contre les banditismes urbains que nous avons menée de main des maîtres, appréciée par tous les pays de l'Afrique de l'Ouest? La traque des Koulouna, dans le cadre de l'opération Ndobo, qui est menée de main des maîtres par le VPM intérieur Jacquemin Chabani, et puis Zéro Koulouna, qui est menée par nous-mêmes dans le cadre de l'organisation des procès en flagrance et transfèrement de ces Koulouna dans les prisons de haute sécurité. Nous avons restauré l'exécution, annoncé la restauration de l'exécution de la peine de mort contre tous ceux qui se livrent à ce type de pratiques. Mais c'est vous-même qui êtes monté encore au créneau à travers certaines ONG des droits de l'homme pour commencer à crier les noms de Mutamba. Mutamba, etc., ONG des droits de l'homme, etc., et tout et tout. Mais pourquoi vous ne parlez pas de l'efficacité de cette opération menée par le ministre de l'Intérieur et de la Justice aujourd'hui? N'est-ce pas que le taux de criminalité urbaine des Koulouna a sensiblement diminué dans la ville de Kinshasa? Merci. N'est-ce pas? Monsieur il y a même, j'ai même vu une dame à travers les réseaux sociaux qui voulait s'offrir à moi comme deuxième femme. Ah. Mais justement, mettez-vous debout. Mettez-vous debout parce que l'émission est terminée. Parce que quand vous parlez de deuxième femme, est-ce que vous êtes marié, vous avez des enfants? Et puis politiquement, le conseiller spécial du président est en train de consulter en ce moment. Vous ne faites pas tous ici en vue de ces gouvernements d'union nationale qui se profilent à l'horizon, parce que le président a dit je veux des hommes intègres avec un certain profil. C'est pas calculé tout ça? Vous savez, monsieur Jean-Marie, je suis un serviteur. Ce pays a tant souffert de sa classe politique, mercantile, qui saute sur toutes les occasions pour se positionner et repositionner. Je pense avoir accompli un devoir. Lequel? C'est celui qui m'a été assigné par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Tenter de redonner confiance en la justice congolaise. Et aujourd'hui, je pense humblement qu'une bonne partie de notre peuple est d'accord avec nous que cette confiance se restaure petit à petit. Est-ce que vous êtes contre la justice, la justice est sortie de son état de maladie chronique, en tout cas vers la convalescence, parce que nous lui avons administré une thérapie de choc. Est-ce que vous êtes contre les vieux? Parce que très souvent vous dites, mais ces gens-là qui font la politique, ils ont quel âge aujourd'hui? Nous voulons fabriquer la justice de demain. Vous êtes contre les vieux? Vous avez moins de 40 ans, oui, certes, vous avez la chance, vous êtes déjà ministre. Mais il y en a qui deviennent ministres à 60 ans. Qu'est-ce que vous allez faire d'eux? Pas contre les vieux, oui, mais je suis contre des nouvelles idées, de nouveaux projets. Je suis pour la rupture. La rupture dans la gouvernance politique. Parce que je pense que, vous savez, ce qui a retardé l'élan, l'essor du pays, c'est par moments le mimétisme des mêmes projets, des mêmes concepts, des mêmes appréhensions de gouverner la chose publique. Tenez, lorsque j'innove en apportant le style de communiquer au niveau du ministère de la Justice, c'est tout le monde qui crie au scandale au début. Violation de la loi. Mais lorsque j'explique que non, au vu de l'ère du numérique et sur la base du devoir de redevabilité
qui pèsent sur les gouvernants. Un ministre, en réalité, devait faire savoir ce qu'il fait. C'est ce que vous faites. Si vous ne le faites pas savoir, ben les autres diront ce que vous ne faites pas.